Imaginez un couple au bord du gouffre. Sophie et Lucas Durand, 35 et 37 ans, deux êtres qui s'étaient aimés un jour avec l'intensité d'un orage d'été, et qui maintenant arrivaient à peine à se regarder dans les yeux pendant le dîner. Elle, la rêveuse. Lui, le pragmatique. 10 ans de mariage transformés en une succession silencieuse de rancœurs. Leur idée était simple. Partir dans les montagnes des Cévennes, dans le sud de la France, refaire les pas de leur première aventure commune, respirer l'air pur de la nature, et qui sait retrouver l'amour qui gisait enfoui sous des couches de reproches, de déceptions et de nuits froides passées côte à côte, mais à des mondes de distance. Ce qui s'est passé fut bien différent. Au lieu de se retrouver, ils se sont perdus. Literalment. Pendant 11 jours, en juin 2021, Sophie et Lucas ont erré dans les montagnes des Cévennes, affrontant la faim, le froid, la douleur et l'ombre de plus en plus proche de la mort. Et le paradoxe que personne n'attendait? C'est précisément cette épreuve mortelle qui a recousu les morceaux brisés de leur amour. C'est une histoire vraie. Et elle va vous faire réfléchir à vos propres relations d'une façon que vous n'oublierez pas de sitôt. Bienvenue dans Perdu dans les Cévennes. Quand la mort sauve un mariage. Sophie Durand avait des cheveux châtains mi-longs et des yeux verts qui, dans les bons moments, brillaient d'une curiosité insatiable pour le monde. Elle était graphiste freelance, passionnée d'aquarelles et de voyages planifiés qui n'avaient que rarement lieu. Lucas, son mari, était ingénieur en informatique. Grand, athlétique, avec une barbe naissante qu'il ne laissait jamais vraiment pousser, comme s'il avait peur de compromettre l'image du professionnel sérieux qu'il cultivait avec soin. Ils s'étaient rencontrés sur un sentier des Cévennes 10 ans auparavant. Une rencontre fortuite par un après-midi de pluie, tous les deux à l'abri sous un hêtre centenaire, riant de quelque chose d'absurde qu'aucun des deux ne se rappelait plus vraiment. Ils avaient marché ensemble jusqu'au prochain village, partagé un bouillon chaud dans un bar sombre, et d'une façon ou d'une autre, sans vraiment s'en rendre compte, ils n'avaient plus jamais été séparés. Mais l'amour de jeunesse a une qualité fragile. Non pas parce qu'il est faux, au contraire, il est trop intense. Et l'intensité, quand elle n'est pas entretenue, durcit. Elle devient écorce. Au cours des 2 dernières années, leur appartement à Lyon s'était transformé en champ de bataille silencieux. Sophie passait ses journées dans l'atelier improvisé de la chambre d'amis, entourée de toiles et de pinceaux qui généraient peu de revenus et beaucoup de passion. Lucas partait tôt et rentrait tard, parfois à minuit, absorbé par des projets informatiques qu'il disait indispensables à sa carrière, mais que Sophie vivait comme une fuite délibérée. Les disputes avaient un scénario fixe. Elle l'accusait d'être toujours absent, de mettre le travail au-dessus de tout. Il répondait qu'elle vivait dans les nuages, sans sens des responsabilités financières. Les mots devenaient plus tranchants à chaque cycle. Les silences, plus longs. Le lit, plus large. La pandémie avait tout aggravé. 2 ans enfermés, stressés, chacun avec ses angoisses multipliées par le confinement, sans la soupape du quotidien extérieur. En mai 2021, quand les restrictions s'allégèrent enfin, Sophie fit la proposition d'une voix qui contrôlait à peine le tremblement. Allons dans les Cévennes. C'est là qu'on s'est rencontrés. Peut-être que la nature nous aidera à nous retrouver. Lucas la regarda un long moment. Il y avait dans cette proposition quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait rejeter, peut-être une culpabilité ancienne, peut-être un reste d'amour qui pulsait encore sous l'indifférence. Il haussa les épaules. Très bien. Allons-y. Ce n'était pas un oui passionné. Mais c'était un oui. Le trajet de Lyon jusqu'aux montagnes dura un peu plus de 3 heures. L'odeur du cuir neuf de la voiture se mêlait à celle du café amer qu'ils avaient bu à 6 heures du matin, dans le noir de l'appartement. Sophie conduisait, Lucas regardait son téléphone. Les vignes de la vallée du Rhône laissèrent place aux collines vertes des plateaux du Massif central. Le paysage devenait plus sauvage, plus grandiosement indifférent à la petitesse des disputes humaines. Sophie tenta une ouverture. « Tu te souviens de cette fois où on est arrivé trempé dans le village et le patron du bar nous a laissé nous asseoir près de la cheminée ?» Lucas ne leva pas les yeux de son téléphone. C'était il y a longtemps. Même pas 10 ans. Ce n'est pas si loin. Ça dépend de ce qui s'est passé pendant ces 10 ans.
Le ton était sec comme une brindille avant de brûler. Sophie ne répondit pas. Elle se concentra sur la route sinueuse, avalant les larmes qui menaçaient d'apparaître. Ils arrivèrent au village de départ Saint-Jean-du-Gard, petit et parfumé à la lavande, et lacèrent leurs chaussures de randonnée en silence. L'air frais portait l'odeur des pins et de la terre mouillée par une pluie de la veille. Des oiseaux chantaient dans les branches. Le monde était beau, et ils étaient deux étrangers avec des sacs à dos lourds. Lucas vérifia le GPS, consulta la carte topographique. On suit le GR70, la route de Stevenson. 2 jours jusqu'au premier refuge. Facile, alors, dit Sophie, sans ironie apparente, mais le mot se posa dans l'air avec un poids différent. Lucas ne répondit pas. Il se mit en marche. Le sentier montait doucement entre des châtaigniers séculaires. La lumière filtrait à travers les feuilles, dessinant des motifs dorés sur le sol. Sophie sentait la sueur perler dans son dos, le poids du sac créant une gêne qui était aussi, d'une certaine façon, bienvenue, quelque chose de physique et de concret, si différent de la douleur abstraite du mariage. Lucas marchait devant, la posture rigide, les pas décidés. C'était la même posture qu'il avait dans les réunions de travail, dans les dîners avec ses collègues, au lit à 11 heures du soir à faire semblant de dormir. Sophie reconnaissait cette armure. « Lucas, parle-moi. C'est pour ça qu'on est là. » Il s'arrêta. Se retourna lentement. « Parler ? Pour que tu me rappelles encore une fois que je travaille trop. Ou pour que je te dise que tu passes tes journées à rêver au lieu de contribuer aux charges. » Les mots explosaient avec une précision chirurgicale. Cette expertise que les couples développent après des années ensemble, la cartographie exacte de là où font mal les blessures. Sophie recula d'un pas. « C'est toi qui fuis. Tu m'as abandonné au milieu de notre mariage et tu es resté. C'est pire que de partir vraiment. » Il ouvrit la bouche, la referma. Se retourna et reprit sa marche. Elle le suivit, et ils continuèrent ainsi, deux corps sur le même sentier, deux mondes sur des orbites opposées. Le crépuscule les trouva au bord d'un ruisseau. L'eau gargouillait avec une sérénité presque ironique. Sophie monta la tente pendant que Lucas allumait le feu, une danse pratique qu'ils accomplissaient sans avoir besoin de se parler, mémoire musculaire de 1000 campements passés. Ils mangèrent des sandwichs et des fruits. Les flammes projetaient des ombres dansantes sur leurs visages fatigués. Il y avait une beauté là, malgré tout. Sophie essaya encore. On pourrait essayer de se rappeler les bons moments. Juste ça. Lucas laissa échapper un long soupir. Les bons moments. Comme quand tu as annulé nos vacances à Tenerife pour ton projet artistique urgent, ou quand j'ai renoncé à une promotion pour rentrer tôt et que tu n'étais même pas là. Rentrer tôt ? La voix de Sophie crissa d'incrédulité. Tu rentrais à minuit et tu pensais que ça comptait comme un effort. Je passais mes soirées seule à me sentir marié à un appartement vide. Et moi je me sentais étouffé par tes attentes impossibles. Tout ce que je faisais n'était jamais assez. Parce que ce n'était pas assez. Pas en heure, en présence. Tu étais là, mais tu n'étais pas vraiment là. La nuit tomba sur eux, froide et étoilée. Ils se couchèrent dos à dos, le vent sifflant entre les arbres comme une vieille voix qui murmurait des reproches. Le lendemain après-midi, le sentier bifurqua. Lucas consulta le GPS, batterie faible, signal défaillant dans les ravins. Et choisit le chemin de gauche avec une confiance qui était, au fond, de l'obstination. Sophie regarda la bifurcation, sentit quelque chose de faux, mais ne dit rien. C'était l'une des dynamiques toxiques du couple, elle attendait d'être consultée, il attendait d'être suivi. Et aucun des deux ne cédait le premier. Ils prirent à gauche. Les arbres devinrent plus denses. Le sol, plus irrégulier. L'air se chargea d'humidité, avec une odeur de mousse et de terre mouillée. Le sentier disparut sous la végétation envahissante. On devrait être au refuge, dit Sophie à la tombée du jour, la voix basse et tendue. Lucas regarda le GPS. L'écran était éteint. La batterie est morte. Le silence qui suivit fut différent des autres. C'était le silence de la peur réelle prenant forme. Lucas. Nous sommes perdus. On n'est pas perdus.
On a juste besoin de se repérer. Mais la forêt autour d'eux n'avait aucun signe de sentier, aucune balise, aucune trace de vie humaine. Le soleil disparaissait rapidement. Ils montèrent la tente à la hâte sur un terrain accidenté, le vent gagnant en puissance entre les cimes. Cette nuit-là, ils ne dormirent pas vraiment. Chaque branche qui craquait était un prédateur invisible. Chaque rafale, une menace sans nom. Pour la première fois depuis longtemps, ils se rapprochèrent physiquement non par amour, mais par instinct de survie. Et les corps, avec leur sagesse ancienne, ne firent pas la distinction. « C'est ta faute » murmura Sophie dans l'obscurité. « Tu n'as pas vérifié la batterie. Et toi tu n'as rien dit à la bifurcation, » répondit-il. « Tu attends toujours que je me trompe pour pouvoir m'accuser après. » C'était vrai, pensa T.L. C'était partiellement vrai, et ça faisait encore plus mal. Les jours suivants furent un calvaire progressif. Sans GPS, avec seulement une carte imprimée et la boussole que Lucas avait emportée presque par réflexe, il tentait de s'orienter grâce aux vallées et aux crêtes. Les Cévennes sont généreuses en beauté et impitoyables en terrain, versants abrupts, rivières qui surgissent sans prévenir, forêts fermées qui ne invitent pas, qui retiennent. Les provisions diminuaient. Ils commencèrent à rationner. La moitié d'une barre énergétique le matin, des baies sauvages que Lucas identifiait avec une méfiance prudente, de l'eau filtrée dans les ruisseaux avec un petit purificateur que Sophie avait insisté pour emporter et que Lucas avait qualifié d'exagération paranoïaque. Plus personne ne dit que c'était une exagération. La faim installa une clarté brutale. Les disputes continuaient, mais avec une texture différente, plus désespérée, plus honnête. Au troisième jour, assis autour d'un feu chétif, l'odeur âcre de la fumée irritant leurs yeux, Sophie craqua. Tout ça, c'est parce que tu ne m'écoutes jamais. Tu as choisi ce chemin sans me demander, comme tu fais avec tout dans notre vie. Lucas, les yeux rougis par la fatigue et la fumée, cria en retour. Et toi? Tu vis dans un monde imaginaire. Notre mariage est en ruine à cause de toi, de tes rêves stupides. Mes rêves stupides? C'est toi qui as insisté pour cet appartement trop cher pour impressionner tes collègues. Je t'ai tout donné. Et toi tu me reproches d'être ambitieux? Tu es jalouse, voilà tout. Jalouse de ta vie vide? Tu n'as plus de cœur, Lucas. Tu es devenu une machine. Ils se levèrent face à face, les flammes entre eux, les visages crispés, deux êtres qui s'aimaient tellement qu'ils ne pouvaient se faire du mal qu'avec précision chirurgicale. C'est alors que Sophie, en larmes, s'éloigna seule vers un ravin proche. Il y avait de l'eau là-bas, elle voulait remplir les gourdes, et elle voulait aussi être seule avec sa douleur. Lucas resta au campement, furieux, jetant des brindilles dans le feu. Le ciel, couvert depuis le matin, s'effondra d'un coup. Pas une pluie, un mur d'eau. Dans une région d'altitude, les orages des Cévennes arrivent sans cérémonie et sans prévenir, transformant les ruisseaux en rivières et la terre sèche en boue vivante. Sophie entendit le tonnerre avant de voir l'éclair. Et puis la pluie torrentielle arriva, et le sol sous ses pieds devint une patinoire de boue. Elle essaya de rebrousser chemin, mais le ravin, qui semblait tout à l'heure une pente douce, était devenu une cascade de boue et de pierres détachées. Ses pieds glissèrent en même temps, et elle tomba, se cognant la tête sur un rocher, dévalant le talus jusqu'à ce qu'une grosse racine la retienne au-dessus du torrent qui grossissait à une vitesse effrayante. Elle s'accrocha. Ses mains brûlaient. Sa tête battait. L'eau froide lui montait jusqu'à la taille. « Lucas !» cria-t-elle, mais le tonnerre avala sa voix. Au campement, Lucas avait entendu quelque chose, un cri, ou peut-être le vent imitant un cri. Mais le cœur, qui sait parfois avant la raison, s'emballa. Il courut. Il la trouva dans l'obscurité et sous la pluie, à moitié submergée, le visage blanc de terreur et le sang coulant de sa tempe. Il ne réfléchit pas. Il plongea dans l'eau glacée, sentit le courant tirer ses jambes, nagea jusqu'à elle, referma ses bras autour de son tronc et tira avec une force qu'il ne savait pas avoir, ou peut-être une force que l'amour crée quand il cesse enfin de se battre contre l'ego. Ils regagnèrent l'abri d'un rocher en saillie, trempé jusqu'aux os, l'odeur de boue et de sang mêlé. Sophie était étourdie. Lucas pressa sa veste contre la blessure.
Pourquoi tu es venu? Murmura-t-elle, désorientée. Je croyais que tu me détestais. Il la regarda un long moment. La pluie frappait la pierre autour d'eux avec une fureur constante. Je ne te déteste pas. J'ai peur de te perdre. C'est très différent. C'est tellement différent. Mais le pire était encore à venir. La coupure à la tempe de Sophie avait été en contact avec la boue et l'eau souillée. Dans les jours suivants, la plaie s'infecta. La fièvre arriva silencieusement et grandit comme un feu dans la paille sèche. Les jours qui suivirent furent une épreuve de résistance différente de tout ce qu'ils avaient connu, non la résistance des athlètes ou des aventuriers, mais la résistance fragile et têtue de ceux qui refusent de mourir. Sophie était affaiblie. Lucas la portait sur une grande partie du chemin, ses épaules en feu, ses jambes lourdes comme des pierres. Elle délimitait le territoire du possible, par là il y a une descente, par ici il semble y avoir de l'eau. Lui exécutait. La répartition des rôles avait changé, et aucun des deux ne l'avait proposé, cela s'était fait naturellement, comme toutes les choses importantes ont tendance à se faire. Les dernières barres énergétiques. Les baies sauvages de couleur incertaine. L'eau des ruisseaux, filtrée avec patience. Des nuits où le froid des Cévennes descendait comme une sentence et où ils se réchauffaient mutuellement sans trop y penser, parce que le corps est sage là où l'esprit se perd. Un après-midi du 6e jour, Sophie dit, presque pour elle-même. Je crois qu'on est arrivé à la fin. Lucas ne répondit pas tout de suite. Il construisait un abri de fortune avec des branches et la toile de la tente, les doigts engourdis. La fin de quoi? De tout. De nous. De moi. Non, dit-il, avec une fermeté qui ne venait pas de l'argument mais d'un endroit plus profond. Pas encore. Au 7e jour, sous un ciel qui s'ouvrit en étoiles après des jours de nuages, il se passa quelque chose qu'aucun des deux n'avait planifié et que ni l'un ni l'autre ne pourrait expliquer ensuite avec des mots tout à fait suffisants. Lucas était assis à côté de Sophie, passant un chiffon humide sur son front, regardant la plaie infectée, ressentant la peur. Non la peur abstraite que l'on ressent face aux problèmes du quotidien, mais la peur viscérale, celle qui sent la terre mouillée et résonne comme un écho dans une vallée vide. Et il se mit à parler. Non comme s'il l'avait décidé, comme si les mots ne tenaient tout simplement plus à l'intérieur. J'ai peur. J'ai peur depuis des années. Peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur, qu'un jour tu me regardes et que tu vois un homme médiocre. C'est pour ça que je travaille. C'est pour ça que je ne m'arrête pas. Ce n'est pas que je ne t'aime pas, c'est que j'ai une terreur absolue qu'un jour l'amour ne soit pas suffisant pour compenser ce que je ne suis pas. Sophie ouvrit les yeux. Elle était lucide. L'éclat de la fièvre se confondait avec les larmes. Et moi je me sens petite à côté de toi, dit-elle lentement. Tes projets, tes titres, ton ambition, ils me rappellent tout ce que je n'ai pas accompli. Je me suis rétrécie. J'ai fait de mon monde quelque chose de plus petit que toi, et ensuite je t'en ai voulu pour ça. C'est absurde, non? Non. Ce n'est pas absurde. C'est humain. Ils restèrent silencieux un moment. Le vent passait entre les feuilles avec un murmure presque doux. Je me souviens, dit Lucas, du après-midi pluvieux où on s'est rencontrés. Tu riais d'un poème mal écrit sur une serviette en papier que tu avais dans ta poche. Tu riais de toi-même, sans méchanceté. J'ai pensé. Je veux rester avec cette personne. Sophie sourit la première fois depuis des jours. Je me souviens de toi qui essayais d'expliquer comment fonctionnait un algorithme avec des branches et des cailloux par terre, parce que tu pensais que je n'allais jamais comprendre la version technique. Et j'avais parfaitement compris, mais j'ai fait semblant de ne pas comprendre, parce que je voulais que tu continues à expliquer. Il rit. Un rire vrai, court, surpris. Tu m'as menti depuis le début. Et toi tu m'as abandonné. La légèreté dura un moment, puis le sérieux revint mais un sérieux différent, propre, sans venin. Si on s'en sort, dit Lucas, je veux recommencer. Pas faire semblant que rien ne s'est passé. Recommencer vraiment, en sachant ce qu'on sait maintenant. Si on s'en sort, dit Sophie, moi aussi je veux. Mais ensemble. Pas en parallèle. Vraiment ensemble. Il prit sa main. Leurs mains à tous les deux, couvertes d'égratignures et de nouvelles cales,
s'entrelacèrent avec la naturelle de quelqu'un qui a enfin arrêté de faire semblant de ne pas en avoir besoin. Les 4 jours suivants furent les plus durs, et étrangement, les plus unis. Lucas cherchait des bailles, des racines, des champignons qu'il identifiait avec une extrême prudence. Sophie, malgré la fièvre qui montait et descendait comme une marée, gardait sa lucidité dans de précieuses fenêtres de temps. Elle étudiait la carte mentale de la région, guidait Lucas vers où la topographie suggérait une descente, vers où le son lointain de l'eau indiquait une vallée habitable. Les conversations entre eux avaient changé de texture. Les mots qui étaient autrefois des projectiles étaient maintenant des outils. Pour planifier, encourager, dire la vérité sans l'intention de blesser. « Tu as besoin d'un médecin », disait-il chaque matin en inspectant sa blessure. « Je sais. Et toi tu as besoin de dormir. Depuis combien de temps tu es éveillé ? Ça n'a pas d'importance. Si. Pour moi ça en a. » De petits échanges. De petits actes de soins qui, accumulés, ont plus de poids que les grandes déclarations. Un après-midi du 9e jour, en gravissant une pente rocailleuse, Sophie glissa. Lucas la retint par réflexe, avant même la pensée, ses bras se refermant sur elle, tous les deux faillirent tomber, se stabilisèrent au bord du gouffre. Ils restèrent ainsi un long moment, elle appuyée contre lui, leur cœur battant en dehors du rythme. Le soleil coupait l'horizon des Cévennes d'une lumière ambrée, dorée sur les pierres et les pins. « Merci », murmura-t-elle. Il ne dit rien. Il la tint juste un instant de plus. Au 11e jour, épuisés, émaciés, couverts de boue et les vêtements déchirés, ils atteignirent un point haut avec une large visibilité. Lucas regarda le paysage, la beauté absurde de cette région qui avait failli les tuer, et prit une décision. Depuis la chute de Sophie, il avait gardé en tête quelles branches étaient les plus sèches, quels matériaux prendraient feu le plus facilement. Il avait toujours pensé à ça, se préparant pour le bon moment. Il construisit un grand feu. Plus grand que nécessaire pour se réchauffer, avec des branches vertes par-dessus pour produire une fumée épaisse, noire, visible à des kilomètres. Ses poumons brûlaient. Ses mains tremblaient. Mais le feu prit. La fumée monta comme une colonne noire contre le ciel bleu des Cévennes. Ils attendirent 40 minutes. 40 minutes qui passèrent comme une éternité suspendue, tous les deux assis à côté du feu, main dans la main, sans parler. Parce qu'il existait un type de silence qui n'était plus hostile, qui était la paix trouvée dans l'endroit le plus improbable. Et puis le bruit des pales d'un hélicoptère trancha l'air. Les sauveteurs descendirent en rappel. Ils trouvèrent un homme et une femme qui semblaient avoir traversé une guerre. Et d'une certaine façon, c'était le cas. Sophie fut placée sur un brancard, sa blessure évaluée en urgence. Lucas marcha à côté d'elle, la main posée sur son bras jusqu'au dernier moment où il le put. « On a réussi », murmura-t-elle, les yeux fermés. « Oui », répondit-il. « Nous avons réussi. » À l'hôpital de Nîmes, entouré du bip monotone des machines et de l'odeur forte d'antiseptique, ils se regardaient différemment. Non plus avec la tension chronique de celui qui guette une attaque, mais avec l'attention soigneuse de qui a appris que l'autre peut disparaître. Sophie resta hospitalisée 5 jours. L'infection fut traitée aux antibiotiques, la cicatrice à la tempe serait permanente, une ligne fine et claire, presque imperceptible pour qui ne savait pas. Pour elle, c'était un journal intime. Lucas fut là chaque jour. Il dormit dans le fauteuil à côté du lit. Il envoya de courts messages à son chef. « Situation familiale, je ne suis pas disponible. » Pour la première fois depuis des années, cela ne l'angoissa pas. Quand ils sortirent de l'hôpital, quelque chose avait changé dans leur structure moléculaire en tant que couple. Ils n'étaient plus les mêmes qui étaient montés dans la voiture à Lyon avec du café amer et un silence pesant. Ils étaient plus simples, plus honnêtes, plus humains. De retour dans la vie quotidienne, la transformation fut mise à l'épreuve. Parce que le quotidien a cette cruauté spécifique, il érode ce qui a été construit dans l'exception. Et tous deux le savaient. Lucas demanda un entretien avec son responsable et négocia un mode de travail différent, moins d'heures, plus de concentration, une présence réelle plutôt qu'une présence fantôme. Une partie de lui craignait que cela le rende moins compétent, moins estimé. Il découvrit que c'était le contraire.
La qualité de son travail s'améliora quand il cessa de se punir par la quantité. Sophie reprit ses projets artistiques, mais avec un regard différent sur ce qu'elle voulait créer et pourquoi. Elle commença à enseigner l'aquarelle le samedi dans une association culturelle du quartier. Les revenus restaient modestes, la satisfaction était d'un tout autre ordre. Les dîners retrouvèrent la parole. Pas toujours facile, parfois difficile, parfois inconfortable, mais réel. Ils apprirent à dire « j'ai peur plutôt que c'est ta faute ». Ils apprirent que la vulnérabilité est une forme de courage bien plus rare que l'obstination. Ils retournèrent dans les Cévennes un an plus tard. Une courte randonnée de 2 jours, avec le GPS calibré et une batterie de rechange. Ils rirent beaucoup. Ils pleurèrent un peu, à l'endroit du ruisseau où elle était tombée. Ils laissèrent des fleurs sur une pierre. Il y a une phrase que Sophie et Lucas répètent quand ils racontent leur histoire. La crise nous a perdus. La survie nous a retrouvés. Mais la version la plus vraie, celle qu'ils ont donnée lors d'une interview à une radio régionale qui avait couvert leur sauvetage, est un peu plus nuancée. Ce n'est pas la nature qui nous a sauvés, ni le danger. C'est le fait que pendant 11 jours, il n'y avait aucun moyen de faire semblant. Pas de téléphone, pas de travail, pas d'excuses. Il n'y avait que nous deux avec toutes nos faiblesses et avec tout l'amour qui avait survécu en dessous. Parfois il faut descendre jusqu'à l'endroit où il ne reste plus rien pour voir ce qui existe encore. Cette histoire n'est pas un manuel pour sauver un mariage. Personne ne devrait se perdre en forêt comme thérapie de couple. Mais elle pose une question qui mérite d'être emportée avec soi. Qu'est-ce que vous devriez perdre pour réaliser ce qui compte vraiment? Parce que Sophie et Lucas ont tout perdu, le GPS, les provisions, le confort, la santé, le contrôle. Et dans cette perte totale, ils ont trouvé la seule ressource qui n'avait jamais vraiment disparu, la volonté que l'autre survive. Et c'est peut-être ça, l'amour, quand on enlève tout ce qui n'est pas essentiel, non pas la passion du début, non pas l'harmonie des bons moments, mais le choix délibéré, fait au fond d'un ravin ou au fond d'un effondrement, de tenir la main de l'autre et de ne pas lâcher. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, partagez-la avec quelqu'un qui compte. Parfois, la bonne histoire arrive au bon moment.